En tout cas, merci d'être venus si nombreux aujourd'hui pour parler de ce sujet fort intéressant. Les femmes peuvent-elles changer le monde? Alors, c'est quelque chose qu'on nous martèle aujourd'hui. Ça marche toujours? Ah ok, pardon. C'est quelque chose qu'on nous martèle aujourd'hui très souvent. Je veux dire, dans ce monde féministe dans lequel on vit, évidemment, vous demandez à n'importe quelle fille dans la rue ou sur les réseaux sociaux, peu importe, toutes les femmes vous diront « mais oui, girl power, on va changer le monde, Wonder Woman ». Évidemment, d'ailleurs, si c'était les femmes qui gouvernaient le monde, il y aurait beaucoup moins de guerres, tout se passerait beaucoup mieux. Donc, on est vraiment dans un monde qui dit que, évidemment, il n'y a que les femmes qui peuvent changer le monde. Évidemment, elles peuvent le changer, tout en s'opposant au patriarcat, à l'homme qui est forcément méchant, etc. Donc, est-ce qu'on doit les croire? Est-ce qu'elles ont raison? Est-ce qu'effectivement, les femmes peuvent changer le monde? Et d'un autre côté, quand on réfléchit un petit peu au féminisme et à ce qu'il nous propose comme modèle, finalement, les féministes nous proposent un modèle de femme qui est masculin. Donc, en gros, on va pouvoir changer le monde si on se comporte comme un homme. Et c'est en se comportant comme un homme, en étant des femmes viriles, qui prennent le pouvoir, qui s'extériorisent d'une certaine façon plutôt que de peut-être cultiver leur intériorité. Pour elles, c'est comme ça que l'on va changer le monde. Donc finalement, le modèle qu'elle propose pour changer le monde est un modèle masculin. Pour elle, la femme parfaite, on va dire, est un homme. Donc c'est un petit peu contradictoire, mais comme beaucoup de choses chez les féministes. Et donc, est-ce que c'est la virilité qui va changer le monde, ou le fait d'être un homme, ou le fait de leur ressembler, ou est-ce qu'on peut quand même essayer, nous, à notre échelle, en tant que femme et en étant féminine, est-ce qu'on peut avoir un impact? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de ce sujet et qui disent, il y a tous les extrêmes, il y a à la fois les féministes qui disent, girl power, et évidemment, sans nous, le monde n'est rien. Et il y a un peu l'autre extrême qui va dire, la place de la femme est dans la cuisine. Et est-ce qu'on peut vraiment changer le monde en étant, j'allais dire, cantonné à son foyer ou en ne s'extériorisant pas beaucoup? Voilà, c'est un peu ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, et de voir aussi que, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent, peut-être aussi avec l'influence de la société actuelle, que si justement elles ne font pas des grandes choses, des choses visibles, des actions éclatantes, ou du militantisme politique, ou si elles n'ont pas une carrière, etc., qu'elles ne vont pas pouvoir changer grand-chose. Voilà, il y en a peut-être qui se disent, moi je suis mère au foyer, je ne sais pas si en changeant les couches de mon enfant et en faisant la vaisselle, est-ce que ça a vraiment un grand impact sur la société et sur le monde? Alors oui, je vais pas laisser durer le suspense, mais oui, évidemment, les femmes peuvent changer le monde. Vous pouvez, je peux, on peut toutes le faire, tout en restant vraiment pleinement féminine, en restant à notre place et, sans céder aux sirènes médiatiques qui voudraient que l'on devienne des hommes, ou qui voudraient qu'on se libère de nous-mêmes et qu'on ait besoin de s'opposer aux hommes pour sentir que l'on existe. C'est ça qui est triste, je trouve, avec la société actuelle, c'est qu'on a l'impression que juste en étant nous-mêmes, finalement, on ne peut rien faire, mais par contre, si on est dans l'opposition, dans le combat, dans la revendication, dans la libération, c'est seulement comme ça qu'on peut faire quelque chose, et évidemment, il n'y a rien de plus faux. Alors, dans certaines choses, ma conférence je l'ai séparée, je l'ai construite en 3 parties. Il y a certaines choses, en fait, évidemment, je parle plus de la féminité. Évidemment, il y a des choses que je vais dire qui ne s'appliquent pas que aux femmes et qui pourront peut-être aussi servir pour les hommes. Même si, évidemment, je trouve qu'on n'a pas le même... c'est pas je trouve, mais c'est ainsi, on est différents, on n'a pas le même rôle dans le monde, la même place. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont évidemment communes, notamment la première partie où je vais vous parler de la sainteté, du fait d'être des saintes femmes. Ça marche aussi si on est des hommes sains et vertueux. Dans la deuxième partie, sauver le monde en étant des femmes féminines. Et dans la troisième partie, sauver le monde en étant des femmes libres. Ce qui peut paraître un petit peu féministe comme titre, mais vous verrez que pas du tout, je ne suis pas du tout féministe. Voilà. Donc, être des femmes saintes. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre de rappeler ça, et parfois, quand on a envie de changer les choses, on pense toujours justement à des choses visibles, à des choses extérieures, à être dans l'action, et peut-être qu'on pense moins à déjà
se changer soi-même et faire déjà attention soi-même à être exemplaire, être sainte, être vertueuse. C'est déjà un premier pas pour changer les choses. Si je pars à l'assaut du monde et qu'en fait je n'ai pas une bonne base, que je ne suis pas une femme vertueuse tout simplement, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose parce que je ne serai pas ancrée en Dieu, je n'aurai pas le secours de la grâce, je n'aurai pas l'inspiration du Saint-Esprit, je ne saurai pas forcément où est ma place. Et tout simplement, voilà, si je ne suis pas en état de grâce et si je ne cherche pas à toujours atteindre mon but qui est donc la sainteté et aller au ciel et tout faire sur cette terre pour atteindre mon but, ça va être compliqué de changer quoi que ce soit en fait, si je ne me change pas moi-même d'abord. Et donc Léon Bloy disait, plus une femme est sainte, plus elle est femme. Et on peut aussi un peu paraphraser entre guillemets ce qu'il dit en disant plus une femme est femme, plus elle est sainte, parce que c'est finalement en étant vraiment féminine qu'elle va être conforme à ce que Dieu veut pour elle et qu'elle va être réceptive à la grâce et s'épanouir là où le bon Dieu veut qu'elle soit. J'en parlais un petit peu hier dans les conférences que je donnais, mais oui, les femmes peuvent faire beaucoup de choses, les femmes peuvent faire énormément de choses que font les hommes, parce qu'on a tendance toujours un peu à caricaturer mon discours en disant c'est comme si les femmes elles étaient trop faibles ou elles n'étaient pas capables de faire ce que font les hommes. En fait, ça n'est pas une question de capacité. Beaucoup de femmes sont parfois aussi fortes physiquement ou aussi fortes moralement ou ont autant de vertus ou voilà, de capacités que les hommes. Mais est-ce que c'est là qu'elles vont faire le plus de bien ? Est-ce que c'est là qu'elles vont le plus s'épanouir et j'allais dire déployer tous leurs dons et tous leurs talents ? Ça n'est pas si sûr. Est-ce que c'est là qu'elles vont vraiment pouvoir justement être conformes à ce que le bon Dieu veut d'elles ? Ça reste à savoir. Donc c'est important d'y penser vraiment et de ne pas perdre de vue notre but ultime qui est d'aller au ciel, et que chaque pas que l'on va faire, chaque choix que l'on va poser doit nous mener un peu plus vers Dieu, y compris des choses qui peuvent peut-être nous paraître insignifiantes. Et donc quand je dis être vertueuse, être des femmes saintes, ça ne veut pas dire, oui, donc en fait, d'après ce que Thérèse a dit, si je veux changer le monde, en fait, j'ai qu'à rester chez moi, me mettre en prière, rester à genoux tout le temps, ou passer ma vie devant le Saint-Sacrement dans la chapelle, et c'est bon, en fait, c'est comme ça que je vais changer le monde. Non, ça ne veut pas forcément dire ça, après, sauf si vous avez la vocation religieuse et que, voilà, vous rentrez au couvent, mais c'est vraiment le fait de se dire que j'essaye d'avoir une vie de prière et une vie spirituelle qui est nourrie et qui n'est pas seulement superficielle, et le fait également que chaque acte finalement devienne une prière. Voilà, ce que je le fais par amour pour le bon Dieu. Parfois c'est difficile dans la routine, je parlais des mères au foyer, mais même parfois quand on est célibataire ou quand on est seul peut-être, voilà, il y a des difficultés dans la vie quotidienne, et le fait de faire chaque chose, comme le disait un petit peu Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, chaque petit acte du quotidien, chaque chose que je fais qui ne sont pas des choses extraordinaires, mais les faire avec amour, les faire pour le bon Dieu et essayer de m'élever comme ça. Voilà, c'est des petites choses qui vont aider sans avoir besoin forcément d'être en train de prier réellement en permanence. Tout faire vraiment pour la gloire de Dieu et chercher toujours à devenir meilleur. Je sais que c'est aussi une tendance peut-être que l'on a, j'allais dire un peu dans nos milieux, mais à toujours voir et c'est un fait en même temps, c'est un constat qui est très juste, de voir l'état de la société actuelle qui est vraiment, qui n'a rien de reluisant. Et on peut être tenté de baisser les bras et de se dire je vais faire le minimum, je vais déjà essayer de ne pas tomber aussi bas, et voilà, ça sera déjà bien. On a un petit peu envie de pleurer sur notre sort, de se plaindre et de ne pas forcément avancer. Et je pense qu'il est vraiment important de se dire ça ne sert à rien de rejeter mes malheurs sur les autres ou de blâmer la société. C'est à moi de bâtir mon propre bonheur. Quand je parle du bonheur, c'est bonheur avec un grand B, enfin c'est le bonheur du ciel, c'est le fait d'être des saintes. Voilà, c'est à moi de le construire sur cette terre plutôt que de me plaindre, et de tout faire pour être non seulement une sainte femme, mais une grande sainte. Vraiment ayons des objectifs, j'allais dire, un peu élevés, et sortons de notre tiédeur, et je pense que ce sera déjà un bon pas pour nous changer et changer le monde et influencer positivement le monde qui nous entoure. Voilà, Sainte Thérèse, j'en ai déjà parlé, le fait de tout simplement faire notre devoir d'État avec amour. C'était un couple dont je me souviens plus du nom qui témoignait en conférence de leur cheminement, et l'épouse disait, donc ils avaient des enfants, et l'épouse disait
je crois que c'est dans les évangiles c'est dans l'évangile qu'il y a une phrase il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et elle disait, c'est vrai que c'est une phrase, on pense toujours à notre Seigneur qui est mort pour nous, on pense peut-être aux personnes qui sacrifient vraiment leur vie, quoi, physiquement, pour les autres, mais il faut aussi penser que tout simplement, donner sa vie, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, ça peut aussi être le fait justement de faire toujours des tâches répétitives à la maison, de toujours s'occuper de laver, relaver, ça se ressalit et on recommence, et pareil pour les enfants, et on fait des machines, et c'est un peu la routine tout le temps, ça se défait, ça se refait. La femme a quand même c'est assez ingrat parfois et ça peut être difficile. Et justement, cette dame disait, les actions héroïques, c'est aussi au quotidien, tout simplement. Donc il faut ça peut être parfois difficile, on a des hauts et des bas, mais il faut vraiment se dire que, je pense que quand on a un objectif au loin et qu'on le fait pour les bonnes raisons et que l'on a conscience de l'importance de ce que l'on fait, c'est comme ça que l'on peut aussi avancer et changer les choses. Deuxième point de cette partie sur la sainteté, c'est le fait d'être exemplaire. J'en parle un petit peu du coup dans mon livre sur l'apostolat justement, et c'est Saint Jean Bosco qui disait « Que de bien peut-on faire juste par notre bon exemple ?» Donc je le disais encore une fois, là on n'est même pas encore dans les actions ni quoi que ce soit, c'est vraiment nous, notre manière d'être, notre manière de nous tenir, notre manière de parler, enfin les choix que l'on va poser au quotidien, ce que l'on va faire, ne pas faire. Je pense par exemple aux personnes qui travaillent dans un milieu où elles sont entourées de personnes qui ne sont pas catholiques ou qui... c'est le fait de rester droite, de ne pas, par exemple, de ne pas participer à certaines conversations, de se dire que je ne lâche pas mes principes ou je continue de bien m'habiller, etc. Même en restant silencieuse d'une certaine façon, sans faire de grands discours, simplement par notre attitude, on peut déjà faire beaucoup de bien. Tout en étant, juste être souriante, être positive, être agréable, être rayonnante. On sent les gens qui vivent vraiment de la joie chrétienne au quotidien, justement, si on arrive tous les matins au bureau en train de râler, de dire, je sais pas, que rien ne va, que tout va de travers dans ce monde et que vraiment ça nous déprime, etc. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus d'apostolat en montrant justement qu'on a une joie ancrée en Dieu, que nous on voit au-delà de ce bas monde, qu'on essaye de se battre pour que ça aille mieux, pour nous changer les choses et essayer de montrer qu'on peut faire beaucoup par notre propre attitude. Donc je le disais, l'apostolat dans notre façon de parler, de nous habiller, d'interagir. L'idée, c'est vraiment de vous montrer qu'on n'est pas obligé d'être missionnaire ou d'aller à l'autre bout du monde pour changer les choses, mais rien qu'en restant à notre place, là où nous sommes, et juste en vivant déjà une vie normale, ça va déjà avoir un gros impact. Je reçois énormément de témoignages sur les réseaux sociaux, le blog que j'ai créé, donc Femme à part, de personnes qui me disent qu'elles ont, suite à l'écoute de mes podcasts, à la lecture de mes articles, elles ont commencé à changer leur façon de s'habiller, à être plus décentes ou alors à être plus élégantes, en tout cas à faire des efforts. Et elles ont vu, sans en parler ni à leur mari ni quoi que ce soit, elles ont fait leur cheminement dans leur coin, entre guillemets, sans en parler. Mais par contre, effectivement, les changements étaient visibles puisque c'était les vêtements, c'était l'attitude, donc c'était quelque chose qui se voit. Et ces personnes témoignent qu'il y a déjà, elles, ça les a vraiment changées intérieurement, donc rien que leur façon d'être a eu un impact positif sur leur vie spirituelle, sur la confiance qu'elles ont en elles, leur féminité, etc. Et en plus, un impact sur toute leur famille, sans en avoir parlé, juste le fait d'avoir changé, d'avoir évolué. Les enfants qui obéissent davantage et qui sont davantage respectueux avec leur maman. Le mari qui ne se comporte pas forcément de la même façon, qui va être plus doux, plus prévenant, des relations de couple plus harmonieuses, juste par des changements finalement extérieurs mais aussi intérieurs, puisqu'évidemment ça avait eu un impact aussi sur son âme et sur ses pensées. Mais on voit que vraiment une petite chose, quelque chose qui paraît petit en apparence, a vraiment de grands impacts, juste par l'exemple, tout simplement. Et quelque chose qui n'est pas facile à faire, j'en avais parlé dans un podcast, c'est le fait de changer en premier. Parfois, on a toujours envie, par exemple, si on est marié ou
par rapport au monde qui nous entoure, on a envie que ça soit les autres qui changent. Non mais si eux ils changent, ok, moi je ferai des efforts, moi je progresserai, je m'y mettrai. Et en fait on a du mal à se dire, allez, je me lance, je me jette à l'eau, je change et puis on verra bien ce qui se passe. Et avoir le courage en fait de faire ces changements, on y va et on verra bien ce qui se passe. Et puis ça prendra peut-être du temps, mais ça va avoir un impact positif. La prière, j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est la dernière partie de cette première partie. Le fait ça va peut-être paraître basique aussi, mais le fait de prier en fait, prier pour notre propre conversion, j'allais dire, enfin pour notre propre sainteté, prier pour les gens qui nous entourent, prier peut-être pour les collègues que l'on fréquente tous les jours, pour les gens de notre paroisse, pour les convertis, pour toutes ces personnes qui se perdent dans le monde. Je reçois toujours des tonnes d'intentions de prière justement à travers mon blog ou les personnes qui me parlent, qui se confient à moi, et on se rend compte que il y a énormément de personnes qui ont beaucoup de difficultés sur plein de choses, et rien que le fait de prier pour elles, voilà, ça va pouvoir aussi les aider, changer les choses. J'en ai parlé, voilà, des religieuses qui sont cloîtrées, on pourrait se dire, franchement, elles servent à rien, quoi. Elles seraient peut-être plus utiles, je sais pas, au moins en étant institutrice ou infirmière, en se rendant utile à la société. Et non, en fait, par leur prière, elles changent aussi le monde, elles intercèdent pour nous. C'est peut-être grâce à elles qu'on a des grâces particulières, que l'on peut traverser des épreuves avec plus de facilité, etc. Donc, comme je le disais, ça n'est pas être en prière en permanence ou passer ses nuits à genoux à se flageller et voilà, à prier. Mais voilà, on est dans la rue, on va faire ses courses, on passe devant une église, même si même s'il n'y a pas forcément la présence réelle, voilà, mais se dire, je vais peut-être m'arrêter, prier 2 minutes devant une statue au pied d'un autel ou chez moi, prendre le temps le matin avant de partir au bureau ou de commencer ma journée, voilà, je m'arrête, je vais faire 10 minutes d'oraison pour être vraiment 10 minutes, un cœur à cœur avec le bon Dieu. Le chapelet, c'est pareil, c'est la Sainte Vierge qui l'a demandé à Fatima aussi, prier pour la conversion des pécheurs. Ça, c'est un moyen quand même que la Sainte Vierge nous sert sur un plateau d'argent pour changer les choses. Là, s'il y a vraiment quelque chose, une prière à avoir, c'est le chapelet aussi. Et puis, si on ne peut pas faire un chapelet, voilà, on fait une dizaine ou on sépare dans la journée. Hop, on a un petit trajet, on fait déjà une dizaine. Voilà, ça peut être... Chacune a ses idées, le fait d'avoir une lecture spirituelle aussi, de nourrir son âme tout simplement, de se former, écouter des sermons aussi si on est en voiture ou des conférences pour essayer de s'élever un petit peu et de pouvoir, laisser à Dieu le temps et l'espace aussi d'agir en nous. On est dans un monde très bruyant, qui ne supporte pas le silence, qui ne supporte pas le fait de se retrouver seul face à soi-même, et je pense que c'est important, et dans la prière justement on peut trouver ces moments où en fait on laisse la place au bon Dieu pour qu'il agisse en nous. On a du temps aussi, notamment dans l'oraison, pour écouter ce qu'il a à nous dire à nous en particulier, recevoir ses grâces, pouvoir comprendre quelle est notre vocation, là où on fera le plus de bien sur terre, etc. Donc la prière en tout cas ne fait jamais de mal. Et c'est vrai que quand je parle souvent de silence, on écoute le bon Dieu, on le laisse parler, il y a on pense à une certaine paix intérieure, et puis voilà, vous opposez ça aux fémènes qui sont en train de hurler à moitié nues dans la rue et à faire toutes leurs actions horribles. Vous voyez la différence qui, elle change peut-être le monde en mal, mais je veux dire, vous voyez, on peut très bien changer le monde sans être dans de tels extrêmes et sans se mettre comme ça en avant et d'une façon aussi indécente aussi sur le devant de la scène, et de façon générale, sans parler des fémènes, mais quand on parle à des féministes, elles sont souvent, très très souvent même, agressives dans la revendication. On n'a pas le droit en gros, la femme est libre de faire tout ce qu'elle veut, sauf ne pas être féministe, ou la femme est libre de faire tout ce qu'elle veut, sauf rester dans son foyer. Voilà, on sent une certaine... Il y a de la haine, finalement. Il y a aussi beaucoup de mal-être, très 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 souvent. C'est des femmes qui n'ont pas forcément eu de la chance dans leur famille, dans leur enfance, qui n'ont pas eu les bonnes influences. Et essayons peut-être de voir cette image et d'essayer d'aller à l'opposé, tout simplement.
Donc voilà, pour résumer, en étant sainte et en étant saint, parce que comme vous l'avez dit, ça c'est vraiment, je pense que comme je vous l'ai dit, cette partie peut vraiment s'appliquer aux hommes comme aux femmes. Voilà, on a un impact positif sur le monde, sur nous déjà, et le monde qui nous entoure. On peut s'élever et élever les autres, faire de l'apostolat assez facilement finalement. Et ça n'est pas négligeable parce que c'est une façon de le faire qui s'applique, enfin qui est possible à tous les âges, que l'on soit un homme, une femme, que l'on travaille, que l'on ne travaille pas, que l'on soit célibataire, marié, religieuse, peu importe. Voilà, c'est vraiment une façon de changer le monde, quel que soit notre état de vie, j'allais dire. Donc pour cette deuxième partie, comment changer le monde ? Eh bien, en étant des femmes féminines. Alors, je l'ai dit un petit peu en introduction. Quand je dis des femmes féminines, ça veut dire des femmes qui ne sont pas déguisées en hommes, qui ne cherchent pas à ressembler à des hommes. Là, ce à quoi j'essaye de vous faire réfléchir aujourd'hui, c'est vraiment est-ce qu'une femme avec ses attributs, ses qualités, ses défauts aussi, la mission que Dieu a voulu pour elle et que l'on voit dans la Genèse par exemple, est-ce que de cette façon-là, la femme peut changer le monde et voilà, peut avoir un impact positif sur le monde qui l'entoure. Et donc oui, évidemment, en étant nous-mêmes et en étant ce que le bon Dieu veut de nous, sans chercher à être quelqu'un d'autre, évidemment, on peut changer les choses. D'ailleurs, je crois que je l'ai pas noté, mais comme j'ai parlé de la Genèse, ça me fait penser à ça. Oui, donc je vous parlais de la Genèse, et justement, il y a des personnes, même parfois dans nos milieux, qui, en réaction aux féministes, vont devenir finalement légèrement misogynes, et penser que en fait la femme effectivement doit rester enfermée, ne doit rien faire et n'a aucun rôle dans ce monde. Mais en fait il suffit de retourner à la Genèse pour voir que Adam finalement Dieu n'a pas voulu le laisser seul enfin justement l'homme s'est rendu compte qu'il était seul malgré tous les animaux, malgré toute la création, malgré le paradis terrestre. Et donc, voilà, Dieu a décidé de lui faire une compagne et une aide semblable pour être sa compagne. Et donc, effectivement, on peut, à partir de là, se dire le bon Dieu a voulu créer la femme pour l'homme. La femme a un rôle à jouer dans ce monde. Sinon, tout simplement, il n'y aurait que des hommes ou il n'y aurait que Adam. Enfin, voilà. Donc c'est important. Premier point sur le fait d'être féminine, parce que ça peut un peu paraître bizarre. On peut se dire, je suis une femme, je suis féminine, quoi. Mais finalement, quand on regarde la société actuelle, on se rend compte que tous les repères sont perdus, tout est mélangé et on ne sait plus comment finalement être une femme. Et je vous parlais des témoignages que je reçois, j'en ai reçu un encore assez récemment, d'une femme qui me disait que finalement, à l'écoute ou à la lecture de tout ce qu'elle voyait sur Femme à part, ça l'avait réconciliée avec sa féminité et qu'elle s'était rendue compte qu'en suivant le monde actuel et le discours actuel, et en fait, elle s'était complètement déconnectée de sa féminité et qu'elle était en train de la renier, mais même sans le savoir finalement. Donc c'est assez triste parce que les femmes ne s'en rendent pas compte. Je prends. Merci. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Je sais pas si on entend. Ah, faut que je le colle plus. Là, c'est bon. On va y arriver. C'est pas bien. Est-ce que là, vous m'entendez bien ou est-ce que c'est mieux sans micro ? C'est bien comme ça ? Je continue comme ça. J'espère que ça va marcher. Donc, apprendre à se connaître, finalement, ça peut paraître assez, j'allais dire, basique, ou alors on se dit, non mais voilà, soit on est féminine, soit on l'est pas, enfin on le sent ou on le sent pas. Et en fait, non, c'est vraiment super important de se reconnecter à sa féminité, enfin c'est peut-être pas le mot juste, mais en tout cas de réapprendre notre fonctionnement, de réapprendre voilà, ce qui est important pour nous, etc. Je sais que par exemple, on n'enseigne quasiment plus jamais aux jeunes filles le fonctionnement de leur cycle, l'impact que peuvent avoir leurs hormones, par exemple, sur leur vie au quotidien, sur les relations entre hommes et femmes. Le fait, par exemple, que selon le moment de notre cycle, on est plus énergique, moins énergique, plus intérieur, plus tourné vers l'extérieur, etc. Tout ça, c'est des choses à savoir pour tout simplement bien utiliser notre temps et bien nous réguler, enfin réguler nos journées, nos activités en fonction de cela aussi pour être la plus performante possible, c'est peut-être pas le bon mot, mais la plus épanouie
possible, parce qu'en fait, on va embrasser notre nature, on va être en accord avec elle, plutôt que de la nier ou de la laisser de côté, et c'est ce qui va nous permettre vraiment justement de bien nous épanouir, parce qu'on se connaîtra, on connaîtra notre fonctionnement, et on connaîtra aussi nos qualités, et puis nos faiblesses, nos défauts, mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Grande importance de connaître aussi son caractère, de connaître voilà, quels sont nos points forts, nos points faibles, qu'est-ce que je peux améliorer, quelles sont mes forces, quels sont les j'allais dire un petit peu, j'en parlerai après, mais nos talents, ce qu'on a reçu de spécifique et que l'on peut vraiment développer. Se renseigner un peu ou essayer de réfléchir aux relations hommes-femmes. Ça, c'est toujours des sujets qui provoquent d'énormes débats. Le bon Dieu nous a créés pour qu'on s'entende, hommes et femmes, et pour qu'on soit complémentaires. Mais le péché originel a un petit peu mis le bazar dans tout ça. Et du coup, maintenant, l'homme et la femme sont toujours complémentaires et toujours faits pour s'entendre, mais ont beaucoup plus de mal à se comprendre, à communiquer, à voir un petit peu leurs différences, comment passer au-dessus, comment être complémentaire, etc. Donc ça, c'est tout un travail, ça ne se fait pas tout seul. Alors évidemment, on peut aussi l'apprendre par nos expériences, ou je ne sais pas si on a des frères, voilà, on voit bien qu'ils fonctionnent différemment, ou nos collègues, ou peu importe. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas deviner, et je trouve que quand on le sait, en fait, ça nous facilite les choses. Donc le fait de se renseigner un petit peu, de fouiller toutes ces questions, d'essayer de comprendre quel est un peu plus le rôle de l'homme, le rôle de la femme, ses points forts, mes points forts, comment on peut vraiment travailler en bonne entente pour s'élever mutuellement. Voilà, c'est des choses vraiment super importantes et qui peuvent s'apprendre dès l'adolescence ou même avant. Avoir vraiment ce regard sur les relations hommes-femmes, pas forcément que dans une optique de mariage ou de couple, mais même dans la vie de tous les jours. Comment je peux être complémentaire à l'homme, comment je peux travailler en bonne entente avec lui, tout simplement. À l'heure actuelle, on est un peu dans la tendance féministe de dire que la femme est toujours parfaite, la femme est géniale, la femme est super, et l'homme, par contre, c'est un bourreau, l'homme, c'est un horrible jouet du patriarcat qui veut nous oppresser. Je le dis avec beaucoup de guillemets, bien sûr, et d'ironie. Mais voilà, c'est ce qu'on entend tout le temps, alors que si on se connaissait mieux nous-mêmes et si on connaissait mieux les hommes aussi, on serait beaucoup plus heureuse et on pourrait vraiment apporter quelque chose de spécifique au monde. Je parlais des témoignages que je reçois, mais il y en a par exemple qui me disent que avant de découvrir Femme à part ou d'écouter tout ça, elles étaient un petit peu dans le monde ou très féministes et elles sentaient que c'était un déchirement par exemple d'aller travailler et de laisser les enfants à une nounou, à la crèche. Et elles me disent, en fait, là, c'est bon, j'ai osé. En fait, ça m'a confortée dans l'idée que, en fait, j'avais raison et j'ai tout à fait le droit de rester près de mes enfants et que, ce soit mon mari qui travaille et qui nourrisse la famille et que moi, je m'occupe du foyer, des enfants, etc. Et en fait, les femmes, à l'heure actuelle, ne comprennent pas que c'est là qu'elles peuvent faire le plus et le plus de différence et qu'elles auront le plus d'impact positif. Parce que on leur a bassiné que pour exister, pour avoir de l'importance, il faut avoir une carrière. Pour avoir de l'importance, il faut surtout ne pas être dépendante d'un homme, d'un mari, d'un père ou peu importe. Et c'est ça qui fait beaucoup de mal à la société. Et toutes ces femmes qui font le pas de changer, et quand je reçois ces témoignages, je suis toujours émue parce que c'est vraiment des personnes qui viennent de très loin, et qui souvent d'ailleurs ne sont même pas catholiques, et qui font vraiment, un acte de foi pour se dire je renonce finalement à tout ce en quoi j'ai cru jusqu'à présent, à tout le lavage de cerveau que j'ai eu jusqu'à présent, et je vais être seule contre tous, parce que comme je vous le disais, généralement, ça n'est pas forcément des personnes qui viennent de milieux catholiques, donc qui vont vraiment être seuls au bureau, seuls dans leur famille, seuls partout pour commencer à bien s'habiller, rester à la maison, s'occuper des enfants, être davantage féminines, davantage décentes, même dans leurs attitudes, de faire plein de changements, de peut-être commencer à prier même. Donc c'est assez... et on voit finalement qu'elles sont contentes que leur vie change, parce qu'elles sont plus en adéquation avec elles-mêmes, et que ça change aussi par rapport à l'éducation de leurs enfants, tout simplement. Évidemment, ça a un impact... Même si on reste dans son foyer, je veux dire, on éduque les enfants qui vont faire le monde de demain, ou même le monde d'aujourd'hui. Donc évidemment que c'est important, c'est un rôle très important.
Deuxième point après le fait d'apprendre à se connaître, c'est répondre à notre vocation et développer les talents qui nous sont propres. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on peut faire des tonnes de choses. Je pense que la femme n'est pas... a plein de capacités physiques, intellectuelles, peu importe. Voilà, on peut faire des tonnes de choses. Surtout dans le monde actuel où vraiment on nous pousse en plus à faire plein de choses différentes. Mais il faut voir où est-ce qu'on va s'épanouir le plus et où est-ce qu'on va apporter notre touche spécifique féminine. Les deux choses à retenir principales et qui sont celles que l'on voit dans le récit de la Genèse et aussi dans les textes de l'Église, des papes, c'est le fait que la femme est une compagne pour l'homme, une aide pour l'homme, et il y a aussi le côté de la maternité, voilà, que c'est elle qui va enfanter et que c'est elle qui va être mère. Donc on peut déjà voir que les deux caractéristiques principales de la femme, ça va être le fait d'être complémentaire de l'homme, d'être sa compagne, que ce soit dans un couple ou comme je le disais dans la société en général, et le fait d'être mère. Ah ben oui, mais ça veut dire si je suis religieuse, je vais pas être maman, donc ça compte pas, je peux rien faire pour changer le monde. Si je suis célibataire ou alors si je suis stérile, ça veut dire que en fait, je suis pas une vraie femme vu que je vais pas être mère. Alors non, évidemment, il y a la maternité charnelle, mais il y a aussi la maternité spirituelle, même le fait d'être marraine, par exemple, d'avoir des filleuls, voilà, c'est une certaine forme de maternité, finalement. Donc voilà, tout le monde n'est pas forcément appelé à être mère physiquement, mais en tout cas, la maternité est inscrite au cœur de la femme. Je vous parlais du cycle féminin tout à l'heure, mais il y a quand même notre corps tous les mois qui se prépare à accueillir la vie. Si c'est quand même pas un signe que le bon Dieu nous a créés pour être mère, et si c'est pas un signe que c'est aussi quelque chose d'important et qui va forcément nous définir, avoir un impact sur nous, je pense que c'est vraiment manquer de bon sens et surtout d'honnêteté intellectuelle pour ne pas le reconnaître. Donc ce sont des petites pistes de réflexion un petit peu pour vous dire que même dans le choix d'un métier, par exemple, si on est amené à travailler, est-ce que je vais choisir, par exemple, de rentrer à l'armée ou, sachant que, je ne sais pas, imaginons que vous en ayez les capacités physiques, intellectuelles, etc. Ou est-ce que je vais plutôt me diriger vers des métiers où je vais vraiment pouvoir m'épanouir, épanouir et développer toute ma féminité, par exemple tous les métiers institutrice, infirmière, tous les métiers dans le social, peut-être les métiers ressources humaines, tout ce genre de choses où on est vraiment plus sur l'humain. Où est-ce que je vais être, en imaginant que j'ai les capacités de tout faire parce qu'on n'est pas bête non plus, où est-ce que je vais vraiment faire le plus de bien et moi me sentir plus en accord avec ma vocation de femme, tout simplement. Donc apprendre à vraiment essayer ce sont des choix difficiles. Alors je ne dis pas que toutes les femmes doivent juste être ou infirmières ou institutrices, mais c'est un petit peu pour vous faire réfléchir et vous montrer comment est-ce que je réfléchis lorsque je veux vraiment changer les choses, comment je réfléchis à mes études, comment je réfléchis à mon métier et à tous les choix finalement que je vais faire dans la vie. Est-ce que je choisis un métier qui va... par exemple, occuper vraiment toutes mes journées, être très 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 exigeant et puis finalement, pour avoir des enfants, ça va être compliqué ou par exemple, ça va être beaucoup trop stressant et ça va mettre en péril ma fertilité ou... Est-ce que, c'est toutes les petites choses auxquelles il faut penser et de se dire où est-ce que je vais finalement être la meilleure femme possible, entre guillemets, la meilleure version de moi-même et vraiment développer mes talents. Je parlais tout à l'heure de la prière, mais justement, essayer vraiment de demander au bon Dieu. C'est important qu'il nous guide et qu'il nous dise, mon Dieu, où est-ce que vous voulez que je sois ? Qu'est-ce que j'ai reçu comme talent particulier que je peux faire rayonner ? On en parlait donc avec les filles hier, mais qui organisent des camps, qui font des bonnes initiatives pour les jeunes filles. Tout ça, c'est des choses, on essaye de se donner, de notre temps, de notre énergie. On fait des choses pour les autres, on essaye de faire grandir les autres d'une certaine façon. C'est une forme de maternité finalement aussi, même si ce ne sont pas leurs enfants à elles, mais c'est une forme finalement de maternité et c'est là aussi qu'on peut le plus s'épanouir. Et
et compagne pour l'homme. Alors bon, ça c'est après à chacune de voir au quotidien. Je pense que le plus facile à comprendre, c'est quand on est pour les femmes qui sont mariées, mais même quand on est célibataire ou quoi que ce soit, je veux dire, dans tous les domaines, on peut être complémentaire à l'homme, les aider à être... Rien que le fait d'être féminine, finalement, ça va les aider aussi à être vraiment viril. Le fait d'être décente, etc., dans notre habillement, ça va les aider à rester forts, à rester chastes. Voilà, on a 1000 façons, même quand on n'est pas marié, d'aider les hommes, finalement, et en étant vraiment féminine et en développant nos talents, surtout. Dernier point de cette partie, j'en ai parlé un tout petit peu, mais le don. La femme est vraiment faite pour le don. C'est vraiment une des caractéristiques féminines. Voilà, la douceur, le don, la générosité, l'attention aux autres. J'en parlerai un petit peu. Il ne faut pas que je dépasse trop sur mes parties, mais non, je crois que j'en ai pas forcément parlé après. La sensibilité, je vais un tout petit peu en parler maintenant, mais la sensibilité féminine peut avoir à la fois être une grande qualité et en même temps un grand défaut. Et justement, c'est sur ce genre de choses que l'on doit travailler. À la fois une grande qualité parce que justement la sensibilité féminine fait que la femme va être peut-être plus attentive. Je sais pas, par exemple, dans un repas comme ça, tous ensemble, la femme va plus faire attention aux autres, va plus se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui est un peu à l'écart et qu'il faut peut-être aller lui parler, ou va plus se rendre compte que, tiens, il y a quelqu'un qui manque de quelque chose, ou qui n'a pas assez à manger, ou je sais pas, quelqu'un qui ne dit rien, qui ne pleure pas, mais la femme va sentir que quand même, il y a une préoccupation, il y a quelque chose, voilà, alors que l'homme les hommes généralement font beaucoup moins voir ou ah bon elle a un problème dans sa vie, ah bon bah non elle a rien dit, c'est qu'il y a rien quoi, voilà. Donc il y a évidemment beaucoup de qualité à cette sensibilité. Ça nous permet aussi peut-être d'être plus tourné vers l'autre, de capter certaines choses et du coup de suivre un peu notre intuition pour aider, pour nous mettre au service des autres, pour aider à ce que tout se passe bien. Que ce soit, j'allais dire, dans le cercle privé ou dans un cercle plus, par exemple, ce genre d'événement. Et sans oublier, évidemment, que la sensibilité peut nous donner également de grands défauts. Mais du coup, ça, j'en parlerai dans la partie d'après. Mais là, c'était vraiment pour vous dire, et en même temps, il faut trouver l'équilibre, ne pas se dire, je suis une femme, je dois me donner aux autres, donc je m'oublie complètement, je ne prends pas soin de moi, je ne vis pas pour moi. Enfin, voilà, c'est toujours service des autres, tout le temps. Non, voilà, il faut être, se donner aux autres, ça ne veut pas dire s'oublier. Je dois quand même rester ancrée en Dieu. Je suis une personne à part entière. Je n'existe pas par procuration. Il n'y a que les hommes qui existent en tant que tels. Et nous, la femme, on doit vraiment s'effacer, ne pas exister, ne pas avoir de personnalité. Non, ça n'est pas du tout ça. Au contraire, on a besoin de femmes fortes, mais qui sont vraiment fortes. Courageuse, je veux dire pas forte dans le sens où la société l'entend et la femme qui écrase tout le monde, mais la femme justement qui est courageuse, qui est droite, qui sait prendre de bonnes décisions et qui cherche toujours à s'améliorer et à élever les autres également. Donc voilà, l'attention aux plus faibles, aux plus démunis, et d'ailleurs c'est sûrement pour ça qu'il y a... les féministes qui m'écoutent ou qui m'écouteront peut-être hurleront quand je dirai ça, mais c'est vrai que la femme est davantage faite pour tous les métiers du social. On essaye d'instaurer des quotas pour dire qu'il faut qu'il y ait plus de femmes ingénieures. Il n'y a certainement pas assez de femmes ingénieures parce que c'est le patriarcat, c'est la faute des hommes encore une fois, c'est la pression de la société, c'est le lavage de cerveau. C'est un peu qu'on entend depuis qu'on est tout petit. Les femmes n'ont pas le droit d'être ingénieures. C'est pour ça qu'il n'y a pas de femmes ingénieures. Et alors qu'on se rend compte que dans des pays comme les pays nordiques, la Norvège, etc., ils mettent un argent monstrueux pour l'égalité homme-femme. Il y a des milliards qui sont investis chaque année pour donner la chance aux femmes, pour rééquilibrer, entre guillemets, dans certains métiers, qui est plus de femmes. Ils luttent énormément pour la théorie du genre, c'est pas de l'égalité, c'est de l'indifférenciation homme-femme. Et malgré tout l'argent qu'ils investissent, et malgré que ça soit les pays les plus avancés, je sais pas si on peut dire avancés, mais bon, en tout cas sur ces sujets-là, ils sont vraiment à la pointe, et par rapport à la France, ils vont encore plus loin dans toutes ces histoires de théorie du genre. Et malgré tout,
il y a quand même 95% des ingénieurs qui sont des hommes et 95 ou 97, je ne sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, 97% des infirmières, qui sont des femmes. Et il y en a encore pour dire que non, tout ce qui est spécificité masculine, féminine, ça n'existe pas, c'est de la construction sociale, alors qu'on voit que non, la femme, naturellement, va être davantage portée vers certains métiers, vers certaines choses, certaines relations humaines, et donc il faut la laisser tout simplement se développer de cette façon-là et embrasser vraiment sa féminité pour pouvoir faire du bien. Pour conclure cette partie, je dirais qu'il faut vraiment qu'on apprenne à développer nos talents au lieu de développer ceux des hommes. On est dans une société qui nous dit oui, les femmes sont capables de tout, et parfois les femmes, même dans nos milieux, je pense, par exemple, il y a de plus en plus de femmes de nos milieux qui travaillent alors qu'économiquement, elles n'en auraient pas besoin, mais parce qu'en fait, elles n'assument plus le fait de rester chez elles, ou elles ont l'impression que non, il faut vraiment, pour m'épanouir, j'ai besoin de sortir de la maison, de travailler, de laisser mes enfants pour aller servir mon patron. Et on se rend compte qu'en fait, elles sont un peu contaminées, on va dire, par cet esprit-là. Et les féministes sont vraiment dans cette logique de copier les hommes et de vouloir... je veux montrer que je suis capable, donc je vais montrer que je suis forte physiquement, que je peux faire tel ou tel métier, que je suis très bien capable de faire tout comme eux. Et ce qui est complètement idiot, parce que déjà, c'est très... J'allais dire, c'est un peu méprisant envers les femmes, comme si les femmes n'étaient pas capables de faire plein de grandes choses. Mais évidemment qu'on en est capable, mais c'est juste que ça n'est pas là qu'on va faire le plus de bien, qu'on va s'épanouir le plus et qu'on va apporter le plus à la société. La galanterie, par exemple, c'est un truc idiot, mais les féministes disaient que voilà, si l'homme tenait une porte, par exemple, à la femme... c'est bon, on est capable d'ouvrir une porte toute seule, quoi. Ben oui, en fait, c'est pas une question de faiblesse. L'homme n'ouvre pas la porte en se disant je vais lui ouvrir parce que vraiment elle a pas l'air très musclée, vaut mieux que j'y ouvre la porte. C'est pas ça du tout, c'est tout simplement un signe de respect et de révérence, entre guillemets. Et voilà, donc on peut faire plein de choses toute seule, mais pourquoi pas travailler en bonne entente et nous développer de notre côté ce qui est plus important de développer, tout simplement. Alors pour commencer cette troisième partie, je surveille l'heure en même temps, être des femmes libres. Alors, non, je ne suis pas féministe. La liberté de la femme, c'est un thème qu'on entend tout le temps à notre époque. Il faut libérer la femme. Comme disait Gabrielle Cluzel, en voulant libérer la femme, finalement, les féministes en sont arrivées à la nier, puisqu'on a voulu la libérer d'elle-même, finalement. On a voulu, sous prétexte que sa féminité était un carcan, eh bien, on a voulu la faire partir loin de sa féminité, l'extérioriser, et c'est ça qui est très dommage. Et on parle de plus en plus de libération de la femme. Et la femme n'a jamais été aussi malheureuse. Donc la femme n'a jamais eu autant de droits, d'attention sur elle, Bon voilà, on peut dire quand même que l'égalité homme-femme est atteinte largement. Et voilà, les femmes sont toujours pas contentes. Et maintenant, ce qu'elles veulent, en fait, c'est la supériorité aux hommes, même si elles ne l'avouent pas. Et en tout cas, on entend toujours parler de cette liberté. Donc on pourrait supposer que les femmes, voilà, quand même, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Enfin... On espère quand même qu'elles sont heureuses. Si elles veulent se marier, elles peuvent se marier. Si elles veulent rester célibataires, elles restent célibataires. Si elles veulent ne pas avoir d'enfants, même congeler leurs ovocytes et en avoir à 60 ans, il n'y a pas de problème, elles peuvent le faire. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une liberté sur tous les plans qui, malheureusement, nous amène à beaucoup de choses immorales. Mais en tout cas, je veux dire, si on met de côté la foi ou la morale, en soi, elles ont tous les droits qu'elles veulent. Et toute la liberté qu'elles veulent... Malheureusement, elle l'utilise à mauvais escient, mais voilà. Et par exemple, pour donner juste l'exemple de la liberté vestimentaire, par exemple, toutes les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent, a priori, et c'est marrant, elles sont toutes habillées en jean et en basket. Pourtant, c'est la libération de la femme, c'est chacune doit s'exprimer et faire ce qu'elle veut. Et il suffit d'aller à la sortie d'un lycée ou même quand vous, je sais pas si vous faites attention, quand vous faites vos courses ou je sais pas quoi, moi j'ai fait toujours attention, mais très souvent il y a des familles entières qui sont papa, maman, les enfants, filles, garçons, tout le monde en jean avec un t-shirt et avec plus ou moins les mêmes baskets. Et on se dit, il n'y a plus aucune identité, il n'y a plus aucune différence.
Et soi-disant, c'est la libération, mais en fait, on fait tous pareil. En fait, c'est libérez-vous, mais dans un certain sens. Donc, vous êtes libre de tout faire, sauf, comme je le disais au début, sauf ne pas être féministe, ça, c'est pas possible. Rester au foyer, bon, ça, elle commence un petit peu à lâcher du lest là-dessus et à admettre que les femmes, éventuellement, si vraiment elles en ont envie, ok, on va admettre qu'elles restent au foyer, mais c'est vraiment presque sous condition. Et encore, celles qui le font, c'est parce qu'elles sont ou un peu bêtes, ou... Bon, les pauvres, elles sont encore le jouet du patriarcat et elles ont encore toute voilà, c'est encore la pression de la société, mais sinon elles le feraient pas. Mais bon, ok, on tolère. Donc c'est un petit peu l'état d'esprit. Donc c'est un peu, on est libre, mais que dans un certain sens. Et en fait, c'est vraiment important de comprendre que la liberté, ça n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de choisir volontairement de faire le bien, de choisir d'être conforme à la nature que Dieu nous a donnée et de choisir, oui, de faire le bien. Et c'est, voilà, la vérité vous rendra libre. C'est pas faites ce que vous voulez et ça vous rendra libre, c'est la vérité. Et donc voilà, mon titre, être des femmes libres, c'est libre d'être des femmes féminines et saintes, tout simplement. Ayons cette grande liberté, justement, dans ce monde qui nous dit de faire ce que l'on veut. Assumons pleinement le fait d'être féminine, d'être catholique, d'avoir certaines valeurs, d'accepter certaines choses, mais d'en refuser d'autres, et d'avancer et d'assumer pleinement. D'ailleurs, c'est peut-être un côté un peu positif, hein. Je pense notamment au côté vestimentaire. Très longtemps, les cathos ont été un peu catalogués dans certaines cases où voilà, les cathos ils sont coincés, les cathos s'habillent comme des sacs à patates. Il y avait vraiment, je pense, un assez grand écart presque visuel. Enfin, je veux dire, si on voyait un catholique dans la rue, on pouvait le pointer du doigt ou dire que c'était un catholique ou un tradi. Alors qu'à l'heure actuelle, les modes nous permettent quand même d'être vraiment féminines, élégantes et décentes, sans forcément trop sortir du lot. Je pense que vous êtes peut-être quelques-unes ici, a priori, à ne pas faire vos robes vous-même et à trouver dans le commerce quand même des choses. Bon, ça n'est pas forcément facile, mais je veux dire, voilà, c'est pas des robes que vous trouvez dans des vides-greniers ou quoi que ce soit. C'est dans les magasins actuels. Donc je veux dire, il y a un côté positif pour nous, c'est que du coup, bon, il y a quand même un certain choix. Et si on le fait de la bonne façon et qu'on reste élégante et jolie, il n'y a aucune raison que les gens nous pointent du doigt ou disent « Ah, ça c'est des cathos qui ne savent pas s'habiller » ou quoi que ce soit. Premier point que je voulais aborder dans cette partie, c'était surtout donc liberté d'être des femmes saintes et féminines et donc se libérer de nos défauts. Ça, je pense que c'est très important. J'ai parlé de la sensibilité tout à l'heure, plutôt du côté du point de vue positif, mais notre sensibilité peut aussi nous jouer beaucoup de tours, nous rendre trop, peut-être, voilà, on va se vexer peut-être trop rapidement. On va beaucoup dépendre du regard des autres aussi, surtout du regard des hommes, parce qu'on est sensible, donc on va s'attacher au moindre petit détail. Ah tiens, elle a froncé les sourcils, je pense qu'elle doit pas être très contente. Zut, j'ai dû faire quelque chose de mal. Lui, il a changé de position. Ok, non, ça veut dire que... Enfin voilà, parfois les femmes se font des films dans leur tête, interprètent tout et n'importe quoi, et ça peut vraiment leur porter préjudice parce qu'elles vont être trop, oui c'est ça, soit se vexer, soit devenir triste très facilement, et c'est un peu dommage. Et peut-être elles auront peur aussi, davantage peur du jugement, du jugement des autres, du regard des autres, de se dire mais qu'est-ce qu'on va penser si je fais ci, si je fais ça, voilà. Et aussi ce besoin, le fait de se sentir admiré, de se sentir aimé, ça c'est vraiment une caractéristique féminine. La femme a besoin, on va dire son moteur pour avancer, c'est de sentir, encore une fois je ne le dis pas d'un point de vue forcément dans le cadre du couple, mais de façon générale, de se sentir admiré, de se sentir aimé, de sentir dans le regard ou les gestes... ou la galanterie de l'autre, qu'elle a de l'importance, qu'elle a de la valeur, que voilà, ça lui donne confiance en elle et ça va être son moteur qui après lui permet de faire plein de choses. Je sais pas, il suffit que quelqu'un vous dise le matin, homme ou comme femme d'ailleurs, que vous êtes belle ou je ne sais pas quoi, un petit compliment et hop, c'est parti pour la journée. On a confiance, on est contente et on est capable d'être avenante, souriante, de se donner aux autres peut-être plus facilement parce que voilà, nos batteries seront rechargées.
Voilà. Mais ça peut aussi être un défaut dans le sens où on va trop être accroché à ce regard et on va être prête à tout faire, malheureusement, pour, parfois sans s'en rendre compte, pour être admiré et aimé. Donc on va commencer peut-être à raccourcir une jupe, porter un décolleté un peu plus important ou se tenir de façon un peu plus provocante ou sensuelle parce qu'on a besoin d'attirer ce regard ou parce qu'on trouve que, je sais pas, qu'on nous regarde pas et donc presque inconsciemment, voilà, on essaye de provoquer cette admiration, pardon, de provoquer cet amour et évidemment ça peut devenir très, très mauvais. On peut aussi avoir tendance, justement, comme les femmes ont peut-être plus de délicatesse que les hommes, ce qui est très bien. Parfois, les femmes vont peut-être plus avoir tendance à materner les hommes ou voilà, toujours vouloir les changer, leur faire des remarques, etc. Alors, comme je le disais, c'est souvent en nous changeant nous-mêmes, en étant vraiment féminine, en étant douce, en étant délicate. Très souvent, il y a beaucoup d'hommes qui, sans qu'on ait besoin de rien leur dire, vont changer naturellement parce qu'en présence d'une femme féminine, sainte aussi, enfin en tout cas qui tend à la sainteté, ils vont aussi avoir envie d'être vraiment virils, de bien se tenir, entre guillemets, de mériter l'amitié ou l'amour de cette femme. Et donc évidemment, voilà, ça peut faire beaucoup de choses. C'est une émulation qui est vraiment positive. Donc voilà. Donc essayons de prendre conscience peut-être de nos défauts ou des petits travers dans lesquels on peut tomber pour essayer de nous élever et d'élever aussi les hommes. Et justement, on voit que les féministes à l'heure actuelle finalement se complaisent un peu dans leurs défauts. C'est un petit peu, si on leur dit quoi que ce soit, en fait c'est la faute des hommes et ça n'est pas la leur. Il n'y a plus aucune responsabilité. C'est je fais ce que je veux quand je veux et si ça déplaît à quelqu'un, et ben tant pis. Par exemple pour la question vestimentaire, c'est je m'habille comme je veux. Si ça dérange l'homme, en fait, il n'a qu'à regarder ailleurs. C'est son problème. Voilà, on ne prend plus nos responsabilités de nous dire je ne suis pas seule en ce monde, je dois aussi élever les autres et je vis en société. Et donc, j'ai mes propres responsabilités. On ne peut pas toujours rejeter les responsabilités sur les autres. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'était le fait d'être des femmes libres dans le sens des femmes qui assument leur féminité et leur choix. Je sais que c'est assez difficile à l'heure actuelle. Soit on va avoir tendance à partir un peu dans les extrêmes et à se dire je ne parle plus à personne, je me recroqueville sur moi-même et du coup on ne fait pas d'apostolat finalement parce qu'on va être un peu dans l'entre-soi et voilà. Soit on va avoir tendance à se dire mais je ne veux pas être rejetée, j'ai peur du regard du monde donc je vais commencer à ressembler au monde ou à faire des compromis parce que j'en ai marre j'en ai assez de sortir du lot, d'être toujours voilà, moi je préférerais me fondre dans la masse plutôt que d'être toujours celle qui est pointée du doigt parce que je sais pas, elle s'habille différemment, parce que dès qu'il y a des débats, voilà, on a des positions un peu carrées quand même. Donc voilà, parfois ça peut être difficile et on a peut-être envie de suivre la masse, mais en fait en agissant, j'allais dire un peu comme des moutons, c'est pas comme ça qu'on va changer le monde en fait. Si on fait comme le monde, finalement on ne va rien changer du tout et c'est plutôt nous qui allons être changés par le monde et donc c'est un petit peu dommage. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, le fait aussi de vraiment essayer d'assumer et de se dire, ça ne veut pas dire forcément toujours arriver avec sa bannière, aller à contre-courant, faire des grands discours, etc. Mais comme je l'ai dit dans ma première partie, c'est vraiment le fait déjà d'être exemplaire, d'assumer. Et quand on a un petit coup de mou, un petit doute, qu'on en a un peu marre, parce que parfois c'est pas facile Après, ça dépend si on a des amis catholiques, ça dépend du milieu familial, etc. Mais parfois, on est vraiment un peu seul contre tous. Et c'est important dans ces moments de se dire quel est mon repère, quoi ? Est-ce que c'est le Dieu ou est-ce que c'est le monde ? Est-ce que je veux plaire au monde, à la société, ou est-ce que c'est à Dieu que je veux plaire ? Est-ce que c'est au ciel que je veux aller ? Est-ce que je veux être tiède et faire le minimum, ou est-ce que je veux vraiment être une grande sainte et faire tout ce que je peux sur cette terre ? Voilà, je vous laisse chacune répondre à cette question, mais voilà, je pense que c'est important de remettre les choses en perspective quand on sent qu'on est peut-être un petit peu découragé et de se dire non, j'assume, je sais que c'est là qu'est la vérité, c'est là que je veux aller. Et d'ailleurs ça m'amène à ma troisième partie, c'est
justement le fait de se former pour ne pas être déformé. Donc on a beau, bon après je pense qu'il y a un peu toutes les situations peut-être parmi vous, mais voilà, il y en a qui sont catholiques et qui ont entendu plein de bonnes choses depuis qu'ils sont enfants. Il y en a d'autres qui se sont convertis plus ou moins tard. Il y en a peut-être qui s'étaient éloignés de la religion qui reviennent. Il y en a qui étaient peut-être catholiques, pratiquants, mais je ne sais pas, pour les questions vestimentaires ou pour d'autres questions, ça leur passait un petit peu au-dessus. Ou voilà, moi par exemple, c'était mon cas, j'ai toujours été catholique, mais questions vestimentaires, voilà, c'était pas toujours le top. Mais voilà, on a tous des parcours différents. Et quel que soit notre parcours, je pense qu'il est vraiment important, surtout dans une société qui fait du lavage de cerveau en permanence. Et même sans ce lavage de cerveau, j'allais dire rien que l'exemple des autres, le fait de côtoyer les autres, voilà, on ne peut pas s'isoler complètement, on est dans le monde, sans être du monde, mais on est dans le monde. Il est hyper important vraiment de se former, se cultiver, apprendre à réfléchir par soi-même, apprendre à déjouer un peu, j'allais dire, les pièges des médias, des réseaux sociaux, ne pas se laisser déstabiliser, ne pas se laisser manipuler par tous ceux qui veulent nous faire quitter le droit chemin et vraiment essayer de... Je pense que là, la formation est très importante. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai lancé mon blog, j'étais convaincue, évidemment, heureusement, j'étais convaincue par tout ce que je disais et j'essayais de l'appliquer au quotidien. Et en fait, à la publication de certains articles ou sur les réseaux sociaux, évidemment, ça occasionnait toujours des débats. Et en fait, c'est grâce à tous ces débats, c'est grâce à ces détracteurs, c'est grâce à toutes les personnes qui ont été peut-être méchantes, agressives ou qui étaient contre moi, ou enfin surtout plutôt, j'allais dire, contre mon discours. C'est finalement grâce à ces personnes que j'ai pu me former, parce que comme j'étais convaincue, et puis bon, je pense qu'il y a la providence qui aide aussi, la grâce de Dieu, mais j'étais convaincue que j'avais raison. Par contre, je ne savais pas comment répondre à certains arguments. Je me disais, non, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais non, c'est pas la bonne voie. Et du coup, tout ça, ça m'a appris vraiment à me former, à beaucoup lire, à trouver des arguments, à essayer de chercher, par exemple, par rapport au pantalon, historiquement, que dit l'Église, et dans l'histoire, comment ça s'est passé. Et voilà, essayer de tout chercher, de se former. On me reproche parfois de trop parler de féminisme, par exemple, sur ma chaîne. Bon, on a compris, t'es pas féministe, maintenant ça suffit. Et en fait, non, parce que je m'aperçois encore dans certains commentaires, dans certains débats, qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et c'est une idéologie qui est tellement partout et qui nous inonde sans même qu'on s'en rende compte, qu'au contraire, c'est très important de répéter certaines choses, de décortiquer leur discours, de montrer là où elles ne sont pas logiques, là où elles ont tort, là où tout simplement elles vont à l'encontre du bon sens, de la nature ou de la foi. Voilà, c'est important d'avoir ce regard critique pour ensuite pouvoir le déjouer, ne serait-ce que voilà, si on doit participer à certains débats ou pour nous-mêmes être convaincus. Pourquoi aussi j'ai lancé Femme à part au début, c'est que j'avais un peu changé complètement de garde-robe de façon très... Je pense qu'il y avait l'inspiration du Saint-Esprit, mais par contre il n'y avait aucune... C'est-à-dire j'ai vraiment changé du jour au lendemain. J'ai arrêté de porter des pantalons notamment, du jour au lendemain. Mais par contre j'étais pas convaincue au fond de moi. C'est-à-dire je le faisais parce qu'on me le demandait, je le faisais parce que je me disais... voilà, les prêtres qui en parlent, etc., ils sont quand même... voilà, ils ont une certaine autorité. Je pense qu'ils ont fait plus d'études que moi et ils connaissent le sujet certainement mieux que moi, donc je le fais. Et c'était un peu, j'allais dire, humiliant d'une certaine façon parce que je ne comprenais pas, donc c'était vraiment me soumettre à cette autorité. Mais je le faisais volontiers, mais par contre sans comprendre du tout. Et du coup, à la moindre occasion, j'avais envie de remettre un pantalon, ou je trouvais une excuse pour en remettre un, ou pour faire ci, ou pour faire ça. Et voilà, alors que maintenant, quand on est vraiment convaincu, je pense que, quelle que soit notre vie, et même si on est un peu lâché dans le monde, et même si on est entouré de personnes qui ne sont pas catholiques, ou qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous, eh bien, le fait d'être vraiment formé et de savoir pourquoi on fait les choses, là je parle de vêtements, mais ça peut être par rapport à notre foi, à notre féminité, toutes ces choses-là, finalement ça va nous fortifier, nous encourager, nous aider dans les débats et aussi nous aider à rester fortes et à avancer vraiment à avancer sur le droit chemin et sans dévier, parce que voilà, malheureusement on prône la liberté partout, comme je le disais à l'heure actuelle, mais c'est la liberté seulement dans un certain sens, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un peu tout le travail que j'essaie de faire sur le blog, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est d'essayer d'informer,
de donner des éléments pour réfléchir, de rétablir la vérité, de donner des arguments, de dénoncer certains mensonges que l'on entend à l'heure actuelle. C'est vraiment ce but-là quand je dis c'est vraiment donner des éléments pour réfléchir. Il y a des personnes qui m'écrivent qui sont très 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 loin de la religion, par exemple. Je ne vais pas commencer tout de suite à vouloir les convertir ni quoi que ce soit, mais déjà, voilà, c'est une porte d'entrée. La féminité, la décence, ça va être une porte d'entrée qui va les faire réfléchir à certaines choses. Et puis voilà, l'extérieur aura un impact sur l'intérieur. Ça va changer des petites choses dans leur vie. On commence à se poser des questions. Et il y en a beaucoup qui m'écrivent et qui me disent qu'elles se sont reconverties ou converties tout court ou rapprochées du bon Dieu à la suite d'un changement vestimentaire. Alors moi, au début, la première fois que j'ai reçu ce genre de témoignage, j'étais vraiment un peu déstabilisée parce que je me disais, mais qu'il n'y a rien à voir, mais moi je parle de la foi, mais je veux dire, je convertis pas les gens, je fais pas de l'apologétique, mais voilà, je parle de vêtements, et en fait, c'est là que je me suis vraiment rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir. Et c'est aussi donc l'objet du livre que j'ai publié, donc La féminité, moyen d'apostolat, pour montrer qu'on peut faire beaucoup de choses en tant que femme, et rien que d'un point de vue extérieur et vestimentaire. J'ai aussi inséré à la fin du livre des témoignages, justement, parce que souvent c'est ce qu'il y a de plus parlant. Parfois on peut faire les plus grands discours, donner le plus d'arguments, le plus d'exemples possible. C'est vraiment, il y a des femmes qui sont uniquement touchées par les témoignages. Et quand elles lisent que d'autres femmes leur disent écoutez, moi au début je me moquais de vous, je trouvais ça inutile, je trouvais ça exagéré, et je riais, et puis on se moquait de vous sur d'autres groupes avec d'autres femmes. Et maintenant, je peux vous dire que je suis désolée, je m'excuse et j'ai honte d'avoir critiqué. Maintenant, j'ai compris, maintenant j'avance. Pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière, etc. Voilà, ça, les femmes, ça les fait réfléchir. Et si vous voyez une amie, par exemple, qui est je sais pas, qui est à fond pour le pantalon ou je ne sais quoi, ou à fond féministe et qui d'un coup change et passe, je veux dire, de l'autre côté du rideau, voilà, ça vous fait réfléchir de lire ce témoignage plutôt que de lire des arguments. Donc voilà, ça peut conforter aussi certaines femmes, les inspirer. J'en ai parlé un petit peu, mais le fait d'avoir un vêtement décent, voilà, pour aussi aider les hommes à rester chastes, à rester forts. Nous aussi, ne pas nous réduire à notre propre corps. Ça, c'est aussi un des défauts, un des paradoxes féministes, c'est de dire libération de la femme, libération de tout, on fait ce qu'on veut, et par contre après elle regrette l'hypersexualisation de la femme, le fait que la femme soit devenue un objet, qu'elle soit réduite à son corps. D'un autre côté, autre paradoxe, dans le paradoxe, c'est que elles vont être très vexées si une femme dans la rue est sifflée parce qu'elle porte une jupe. Par contre, la pornographie, par exemple, elles ne vont pas du tout en parler, elles ne vont pas du tout lutter contre, or que si c'est pas contre la liberté et la dignité de la femme, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, encore un petit paradoxe, mais voilà, essayons de ne pas nous réduire à notre corps. Nous sommes un corps, mais nous sommes aussi une âme. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger notre corps. Voilà, c'est tout l'intérêt du blog aussi, c'était de montrer qu'il y avait un équilibre entre l'élégance, la décence, c'était possible. Beauté et modestie sont tout à fait compatibles, d'où la création après de ma marque de vêtements, et vraiment essayer de voir au-delà de voir plus loin que le bout de notre nez et de nous dire, même moi, avec mes petites actions, mes petits pas, entre guillemets, déjà ma sainteté au quotidien, la façon dont je m'habille, la façon dont je me tiens, la façon dont j'interagis avec les hommes, dont je me positionne, tout ça, voilà, que ça nous aide à renouer avec notre féminité. Et aujourd'hui, on a un peu tendance à dire que voilà, fais ce que tu veux de ta vie, fais ce que tu veux de ton corps, c'est ça qui te rendra heureuse. En tout cas, c'est le discours féministe, et on s'aperçoit que finalement, voilà, comme l'a dit notre Seigneur, c'est la vérité qui nous rendra libres, et n'oublions pas que la vérité est exigeante. Pour conclure, je terminerai sur deux citations. Une citation d'abord de Sainte Catherine de Sienne qui disait « Soyez ce que Dieu veut que vous soyez et vous mettrez le feu au monde ». Et j'aime bien cette citation parce que, voilà, elle dit pas seulement
soyez féminine et puis vous serez des saintes. Là, c'est vous mettrez le feu au monde. C'est quand même, ça montre bien qu'on peut changer le monde et qu'on peut faire beaucoup de choses. Prendre nos responsabilités, tout simplement, plutôt que nous positionner comme des éternelles victimes, comme la société le voudrait. Avoir le courage de nous changer pour ensuite changer les autres. J'allais dire sans même le vouloir, de façon très naturelle, et de voir que parfois même les petits pas, alors après on peut aussi être appelé à faire de plus grandes choses, hein. Il y a eu Sainte Jeanne d'Arc, il y a eu Sainte Jeanne de Chantal, il y a eu des grandes reines, il y a eu Sainte Hildegarde, voilà, il y a eu aussi des femmes qui ont eu des destins peut-être plus éclatants et plus visibles, mais en tout cas ayons aussi conscience que nous, à notre petite échelle, on peut aussi faire beaucoup de bien. Et je terminerai par une citation de l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. « Celui qui marche dans la vérité ne craindra nulle attaque. Si la vérité vous délivre, vous serez vraiment libre et peu vous importeront les vains discours des hommes. » Voilà.